Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à ce nouveau cours de la chaire de l'évolution du climat et de l'océan. Donc, nous allons continuer en fait sur la lancée de la semaine dernière. Je vous avais montré quelles étaient les données paléoclimatiques à disposition sur les 2 derniers millénaires. J'avais essayé de faire un peu un inventaire à la fois pour avoir une reconstitution de la température à l'échelle mondiale ainsi qu'en bande de latitude, et j'ai en particulier expliqué un petit peu là où on en était en fait sur la partie océanique, et j'ai terminé en fait en vous parlant de la variabilité la plus importante en fait dans le Pacifique, qui est la variabilité ENSO, El Niño, La Niña, enfin, ce qu'on appelle l'oscillation australe. Et donc je vous remontre en fait cette figure qui vous présente en fait les données en fait là uniquement sur le dernier siècle. Donc dernier siècle, ça remonte jusqu'à quasiment des données météorologiques jusqu'à la fin du 19e siècle, avec une augmentation de température qui est liée au réchauffement actuel et surtout une variabilité à l'échelle mondiale, ainsi qu'en particulier sous les tropiques. C'est-à-dire qu'ici, c'est les données météorologiques compilées à l'échelle mondiale pour les différentes saisons, et en même temps un focus sur la partie entre 23 Sud et 23 Nord, où on voit de façon très nette à la fois le réchauffement depuis pratiquement un siècle et surtout une variabilité importante en température, que l'on verrait aussi en précipitation, qui est liée à cette variabilité de l'ENSO, que l'on définit avec un index, l'index de l'oscillation australe, qui est directement calculé avec une différence de pression entre Tahiti et Darwin au nord de l'Australie. Donc je vous avais un peu expliqué les tenants et aboutissants pour vous montrer en fait qu'il y a effectivement une variabilité très importante que l'on ressent à l'échelle mondiale, mais surtout dans la frange intertropicale, comme vous le voyez encore une fois ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toute l'étude en fait des 2 derniers millénaires, elle est à la fois intéressante en elle-même, parce qu'on va essayer de voir quelles sont les implications pour les sociétés humaines dans le passé sur les 2 derniers 1000 ans, mais en même temps, toutes ces recherches sont aussi réalisées dans le contexte d'essayer d'expliquer, de voir quels sont les changements les plus récents, donc de remettre le réchauffement récent dans un contexte de variabilité naturelle du climat sur 2000 ans. Donc tout est sous-tendu par ce réchauffement aussi récent que l'on voit très bien ici. Et dans les données récentes, en fait, il y a, quand on regarde un petit peu et qu'on fait des statistiques, apparaît peut-être une augmentation en fait de l'amplitude des événements ENSO les plus importants, qui sont marqués ici en corrélation avec l'indicateur ENSO directement de l'oscillation australe. Donc vous retrouvez en fait, en particulier dans la frange de basse latitude, ces événements ENSO très importants depuis les années 50. Alors le problème, c'est que l'index, lui, ne remonte pas beaucoup plus loin dans le temps. Les données de compilation météorologique, eh bien, il y en a effectivement beaucoup moins pour cette partie-là. Donc il y a aussi des biais analytiques qui peuvent être cachés en fait dans cette comparaison. Mais pour remettre un peu les choses dans le contexte, je voulais vous rappeler un petit peu les conclusions justement sur l'ENSO, qui sont contenus dans le dernier rapport du GIEC, en fait. Bon, ici, c'est juste une table, en fait. C'est résumé sous la forme d'une table pour la partie ENSO, avec, en particulier, les conclusions, en fait, essentiellement, sur le fait qu'il y a un degré de confiance, en fait, moyen sur une augmentation pendant les 50 dernières années, peut-être plus élevé, c'est ce qui est indiqué ici de façon imagée. Vous avez ici dans cette table les changements dans le passé, au-delà de 1850 et depuis 1950, avec une augmentation apparemment de l'amplitude, mais essentiellement la conclusion en fait d'ensemble, c'est qu'il n'y a pas de degré de certitude en fait sur le fait qu'il y a eu un changement véritablement durable de l'ENSO encore. Et on va voir, parce que la semaine prochaine, je vais considérer aussi ce que nous disent les modèles, à la fois sur cette problématique des derniers 2000 ans, mais en même temps en comparaison avec les projections. Pour l'instant, les modèles ne s'accordent pas vraiment sur un changement en fait systématique
de l'amplitude de l'ENSO pour le futur. C'est en fait ce qui est résumé ici. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de détection d'une influence humaine. Encore, est-ce que cette augmentation des ENSO depuis 1950, est-ce que c'est déjà une signature du réchauffement mondial ou anthropique, ou est-ce que c'est encore dans le bruit, on va dire, de la variabilité normale, naturelle du climat? C'est encore débattu, donc il n'y a pas, ça c'est une des conclusions, dans l'ensemble il n'y a aucune indication d'un changement récent et durable de l'ENSO, et les projections fondées en fait sur les modèles montrent encore un certain désaccord, mais apparemment pour la fin du siècle, pour la période la plus proche ici de la table est en fait divisée en deux avec les changements proches de 2021 à 2040, essentiellement, c'est la variabilité interne qui va encore dominer. Et apparemment, les modèles pour la fin du siècle montrent effectivement une augmentation des précipitations qui seraient liées à l'ENSO. Donc c'est, encore une fois, toute cette thématique de changement climatique, en particulier sur les derniers 2000 ans, elle est à prendre en considération justement pour tester les modèles, pour essayer de voir si effectivement ils répondent de façon correcte avec ce que l'on voit dans le passé. C'est pour ça que c'est très important finalement de reconstituer l'ENSO. Donc, je vous ai montré que contrairement à ce qu'on a cru à la fin des années 2000, début des années 2010, où on a cru que il y avait un blocage en phase La Niña pendant l'optimum climatique médiéval et ensuite une augmentation des périodes El Niño pendant le petit âge glaciaire. C'est quelque chose qui s'est un petit peu effondré avec les nouvelles données, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Donc on a l'impression que ça avance et que ça recule un petit peu quand même, mais encore une fois, on a de plus en plus de données. Mais je vous ai aussi signalé le fait que la recherche avance et qu'il y a finalement assez peu d'enregistrements. Je vous ai signalé qu'en particulier, il y a beaucoup de reconstitutions d'ENSO qui sont fondées finalement sur peu de choses, en particulier sur l'océan, et donc on attend encore plus de données et plus d'analyses qui pourront nous aider justement à mieux reconstituer cette variabilité. Mais pour l'instant, les dernières nouvelles sont que finalement, il n'y a pas vraiment de variabilité entre la période de l'optimum climatique médiéval et la période appelée petit âge glaciaire, contrairement à ce qu'on avait cru. Alors, il y a une autre... donc, la variabilité ENSO, elle est très importante à l'échelle mondiale, mais elle est aussi fondamentale pour la partie intertropicale. Il y a une autre oscillation que j'aimerais aborder dans le cadre du cours, qui est ce que l'on appelle l'oscillation arctique. Donc là, c'est une deuxième partie de la table, en fait, du rapport du GIEC, qui montre que c'est encore, on va dire, pire que pour ENSO, c'est-à-dire qu'il y a finalement il y a très peu d'évidence en fait d'un lien avec cette variabilité, en tout cas pour la partie récente, et les influences humaines, mais il y a déjà des détections pour les dernières décennies de certains changements de cette oscillation arctique, ou NAM, je vais un peu rentrer dans les détails. Et ce qui est important, c'est qu'apparemment, dans le futur, en tout cas à long terme, il y aura apparemment une influence du réchauffement mondial actuel sur cette oscillation arctique, comme on va le voir. Alors, cette oscillation arctique, on l'appelle aussi mode annulaire boréal, c'est la même chose, ou NAM en anglais, Northern Hemisphere Annular Mode. En fait, c'est une oscillation un petit peu, comme ENSO, ce sont des oscillations qui sont intrinsèques au système climatique, qui sont internes au système climatique, et qui vont osciller avec des périodicités entre 5 et 10 ans, entre des phases, ici pour l'Arctique, positives, avec une intensification en fait, des vents en altitude, en particulier du courant de jet, du jet stream, subpolaire, et des phases d'oscillation arctique négative avec une beaucoup plus faible intensité et surtout, là il y a une autre petite vue en fait qui résume un peu l'affaire avec d'une part un courant de jet qui va être entre guillemets rectiligne et un courant de jet qui va faire beaucoup de méandres, qui va être beaucoup moins intense mais qui va descendre beaucoup plus au sud. Donc on a une variation comme ça qui n'est pas cyclique, il n'y a pas de cycle évident.
mais une oscillation intrinsèque de l'ordre de la décennie, enfin inférieure à la décennie, entre des modes différents. Alors, pour ce qui nous concerne, parce qu'en fait, on va surtout regarder les sociétés autour de l'Atlantique, en fait, quand on regarde en fait, cette variabilité atlantique, l'expression en fait, de l'oscillation arctique, elle correspond en fait à l'oscillation nord-atlantique. D'ailleurs, dans les rapports du GIEC, on considère ensemble NAM et NAO. Alors, elles ne sont pas exactement équivalentes, elles sont très corrélées l'une avec l'autre, et globalement, on peut voir en fait que cette oscillation nord-atlantique, NAO en anglais, est l'expression finalement régionale de cette oscillation arctique à plus grande échelle. Alors cette oscillation NAO, qu'on va regarder maintenant pour essayer de détecter, voir quelles sont les informations paléoclimatiques pour essayer de la reconstituer dans le temps, c'est ça qui nous intéresse, parce qu'elle oscille justement entre ces deux positions, NAO+, et NAO-, avec une influence très importante, notamment sur toute l'Europe et tout le pourtour méditerranéen. Alors, essentiellement, on va voir que ces changements sont liés à des changements de l'intensité en fait, du centre dépressionnaire d'Islande, la basse pression d'Islande ici, qui est marquée par le petit L, et l'anticyclone des Açores, avec une position NAO+, où il y a un gradient en fait, entre les deux pressions qui va être très important, et dans ce cas-là, ça va favoriser en fait, l'intensité des vents, l'intensité des dépressions atlantiques qui nous arrivent en fait, sur l'Europe, avec une pluviométrie plus importante. Donc ici, on voit que le nord de l'Europe, en situation NAO+, on est plus humide, et on a un assèchement de tout le pourtour méditerranéen. Et de façon complètement inversée, on a exactement l'inverse de l'autre côté de l'Atlantique, avec une zone est-américaine qui est plus humide et beaucoup plus haut en latitude. Ici, tout autour de la mer du Labrador, on voit que c'est beaucoup plus sec avec le Groenland. Donc on a en fait une disposition en quadrupôle. Il y a deux pôles secs ici, deux pôles humides qui sont diamétralement opposés. Et lors de la phase NAO négative, eh bien, on a des choses qui sont inversées. On a en particulier moins de pluie au nord de l'Europe, en particulier aussi à la fois en Islande, mais aussi sur les îles britanniques, l'Écosse en particulier, j'y reviendrai. Et les dépressions sont moins marquées, mais elles vont pénétrer beaucoup plus au sud, en particulier dans toute la zone méditerranéenne. Donc toute la zone méditerranéenne, en situation NAO négative, va être beaucoup plus arrosée, jusque carrément tous les pays du Maghreb, en particulier le Maroc, comme on va le voir. Alors cette variabilité décennale, elle est résumée, elle peut se résumer avec un indice, l'indice NAO, qui est calculé directement, un petit peu comme l'index ENSO, enfin de l'oscillation australe, était directement pour la période météorologique, enfin pour les données disponibles récentes, défini à partir d'un gradient de pression entre deux zones, Tahiti et Darwin. Ici, bien, le gradient de pression va être calculé entre l'Islande et Lisbonne ou les Açores. Mais essentiellement, ici, ce que je vous ai représenté, là, c'est un gradient de pression normalisé entre les deux zones, avec les périodes positives, indiquées ici en rouge au cours du temps pour le dernier siècle, voire un peu plus, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ça démarre à la fin du XIXe siècle. On a des renseignements, enfin des données de pression jusqu'à cette époque, avec une variabilité, comme vous le voyez, qui est un peu erratique, entre des phases positives indiquées en rouge, avec un creusement important du gradient de pression, et des périodes de NAO négatives, avec beaucoup moins de gradient. Alors ce gradient de pression, il induit, en fait, je vous présente quelques diagrammes pour vous rappeler, en fait, les choses. C'est-à-dire que ici, ce qui est indiqué, c'est des corrélations spatiales de la vitesse du vent. Donc on peut voir ça un petit peu comme la vitesse du vent cartographiée pendant essentiellement liée à cette variabilité NAO, et en particulier pendant les périodes positives. Et ce que l'on voit, c'est qu'on va avoir une intensité des vents qui va être beaucoup plus importante dans tout le nord de l'Atlantique, correspondant avec ces phases NAO+, et de façon
anticorrélés, on va avoir des phénomènes qui vont se répercuter aussi sur la température. On va avoir une baisse de température sur toute la partie nord de l'Atlantique et pour la partie subtropicale, en particulier aussi tout ce qui nous arrive en fait sur l'Europe jusque relativement haut en latitude, jusqu'à la Norvège, on va avoir des températures un peu plus chaudes qui correspondent justement à ce rail de dépression importante qui vont arriver sur l'Europe et qui vont engendrer de nombreuses pluies. Alors, on peut faire des calculs justement de corrélation spatiale de la température, en particulier en hiver, avec cet index NAO, et on retrouve en fait justement des zones qui vont être plus chaudes pendant les maxima de cet indice NAO, donc en particulier pendant les périodes positives de cette oscillation. On va avoir plus chaud en Europe, et on retrouve ici le froid et un quadrupôle différent avec, encore une fois, des températures, une anomalie froide au niveau de la Méditerranée pendant ces périodes NAO+. Alors on peut faire aussi le même type de diagramme actuel, donc sur les données météorologiques qui remontent jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour les précipitations. Donc ici, vous avez un diagramme qui, lui, n'est pas un diagramme de corrélation, mais montre en fait les anomalies de précipitation exprimées en millimètres pour les périodes avec NAO négatif. Donc essentiellement, c'est l'influence en fait de cette phase NAO négative sur les précipitations. Vous voyez donc qu'il y a un maximum de précipitations, c'était un peu le pendant du diagramme imagé que je vous ai montré au départ, avec une augmentation des précipitations tout autour du bassin méditerranéen, en particulier ici sur la marge ibérique, en particulier au Maroc, et on voit que tout le nord de l'Europe, en particulier les îles britanniques, ici l'Écosse, montrent des précipitations qui diminuent pendant ces phases NAO-, et on aurait exactement le diagramme inversé pour les phases NAO+, plus de précipitations dans le nord de l'Europe et un assèchement sur toute la zone méditerranéenne. Donc on peut utiliser finalement les deux types de variabilité pour essayer de remonter dans le temps, parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller au-delà du XIXe siècle. On va pouvoir utiliser à la fois des indicateurs de température, de paléotempérature, et aussi des indicateurs de paléoprécipitation qui vont nous aider à reconstituer cette variabilité, un petit peu comme on avait pu le faire pour la variabilité ENSO, qui tenait compte d'arbres, par exemple, qui étaient très liés aux précipitations tout autour du Pacifique, ou carrément là de température aussi obtenue en mesurant des marqueurs géochimiques en particulier dans des coraux où on pouvait suivre les années une par une en comptant les bandes annuelles comme des arbres avec les coraux. Donc on va essayer de faire la même chose, on peut faire la même chose finalement avec des informations tout autour de l'Atlantique pour essayer de remonter dans le temps. Alors voilà un des premiers essais en fait, de reconstitution dans le temps de cette variabilité NAO a été lié justement à des carottes de glace obtenues au Groenland qui tiennent compte justement de cette variabilité entre les deux phases NAO+, NAO-, des précipitations au Groenland, qui se compactent sous forme de neige et ensuite de glace. Ici, vous avez une carte des précipitations moyennes tout autour du Groenland, et là, une corrélation spatiale entre la NAO et les précipitations pour marquer en fait que pendant les phases NAO+, essentiellement, les précipitations vont être exacerbées, vont être beaucoup plus abondantes sur la partie ouest, la partie est du Groenland, et la partie ouest va être beaucoup plus sèche. Et donc, il y a effectivement le diagramme inversé pour les phases NAO-, mais on va pouvoir, en tenant compte justement des taux de précipitation, si on arrive à étudier dans les carottes de glace relativement récentes des couches annuelles et de calculer des taux d'accumulation qui sont liés justement à la neige qui se dépose et qui se compacte, on va pouvoir reconstituer une série temporelle de la NAO au cours du temps. Alors c'est ce qui a été fait dès 98 ici, avec sur les dernières décennies une comparaison justement de cet enregistrement fondé sur l'accumulation de neige à l'ouest du Groenland et l'index NAO pour montrer en fait que les deux sont effectivement corrélés. Et alors, ce qui était important, c'est de pouvoir aller plus loin dans le temps avec ces carottages en utilisant cette corrélation pour remonter dans le temps jusqu'à 1650 de cette variabilité NAO à partir justement des couches annuelles de glace à l'ouest du Groenland qui est typiquement plus sec pendant les périodes NAO+. Et donc,
Le message principal était que les chercheurs étaient heureux de pouvoir reconstituer la variabilité NaO dans le temps, mais il n'y avait pas franchement de modification importante, en particulier pendant toute cette période qui correspond au petit âge glaciaire par rapport à la période subactuelle. Alors, pour remonter dans le temps encore plus loin, d'autres chercheurs ont utilisé d'autres informations, d'autres archives, on fait un peu feu de tout bois en paléoclimatologie, et en particulier, il y a des objets, en particulier notamment des stalagmites, qui permettent de reconstituer, alors ils sont relativement rares, mais qui permettent de reconstituer des bandes annuelles. On peut étudier des lamines annuelles qui sont liées aux apports saisonniers en acide humique en particulier, qu'on peut détecter avec des lampes à UV spéciales, qui permettent en fait de reconstituer comme ça, année par année, le taux d'accumulation. Et le taux d'accumulation, comme on l'a vu, il dépend, en particulier en Écosse, je vous l'ai répété. Là, il s'agit d'une grotte, d'un stalagmite qui permet de regarder pratiquement sur plus de 1000 ans les bandes annuelles de précipitation pour cette zone. Il a été possible justement de reconstituer les taux de précipitation et de remonter aux précipitations de la zone. Donc c'est ce qui a été utilisé. Il y a d'autres informations, je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails, mais d'autres stalagmites ont été étudiés au Maroc, et aussi des arbres, des cernes en particulier, des cernes de cèdre ont été utilisés, et ces cèdres en fait covarient avec les précipitations. Je vous ai parlé de dendroclimatologie la semaine dernière, avec un peu de détails. Donc c'est le même principe. La dendroclimatologie a été étudiée dans des arbres du Maroc pour reconstituer une variabilité en fait des précipitations, essentiellement entre des phases indiquées ici en rouge plus sèches et des phases plus humides. Alors ici le diagramme est inversé, les phases plus humides sont indiquées en rouge pour l'Écosse, et lorsqu'on est ici en bleu, c'est plus sec, mais essentiellement pour voir qu'il y avait une corrélation positive entre les différentes zones, mais en fait on s'attend, à cause de cette variabilité NaO, d'avoir une anticorrélation. On doit avoir des choses qui sont différentes entre l'Écosse et le Maroc. C'est effectivement le cas. Ici, le diagramme du bas est inversé par rapport aux autres, dans sa variabilité en fonction des précipitations, et donc on a effectivement une anticorrélation entre les précipitations en Écosse et au Maroc. Et avec ces enregistrements, en fait, certains chercheurs ont, dès la fin des années 2000, essayé de reconstituer un index, l'indice NaO, au cours du temps, sur plus de 1000 ans, en tenant compte justement de la variabilité des précipitations en Écosse et au Maroc, et en essayant de calculer un index, cet indicateur NaO qui vous est indiqué ici, qui remonte dans le temps, qui s'accroche bien évidemment qui est calibré pour la partie récente avec la variabilité NaO qui, elle, est bien documentée par la météorologie. Et le message à l'époque, publié dans Science, c'était que pendant l'optimum climatique médiéval, eh bien, il y aurait eu un blocage en fait de cette oscillation NaO en phase positive. Et les auteurs à l'époque avaient émis l'hypothèse que c'était lié à une phase positive bloquée, mais lié à une configuration particulière qui était causée en fait par une augmentation de la circulation thermohaline. La circulation thermohaline de l'océan Atlantique, on en a parlé dans des précédents cours. Je vous renvoie à tout un colloque que j'avais organisé il y a plus de 2 ans, donc tout est pour voir plus de détails, mais c'est essentiellement cette grande circulation dont on parlera aujourd'hui encore. Mais donc l'hypothèse était qu'il y avait un blocage en phase positive à cause d'une configuration d'ENSO bloqué en phase La Niña du côté Pacifique, et d'une circulation thermohaline plus importante en Atlantique qui générait justement une phase positive bloquée pendant l'optimum médiéval. Alors, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, les choses se sont un petit peu effondrées sur ce blocage en phase La Niña pendant l'optimum médiéval pour le Pacifique, et en fait, comme je vais vous le montrer, les choses ont été révisées aussi pour cette variabilité temporelle de la NaO, en particulier quelques années après, avec d'autres indications, d'autres informations complémentaires, pas uniquement le point au Maroc,
et les stalagmites de l'Écosse, mais d'autres enregistrements ont été utilisés, en particulier des arbres, des sédiments lacustres et d'autres enregistrements encore, pour reconstituer un index NaO avec les mêmes principes de base, mais avec des enregistrements complémentaires. Et globalement, la nouvelle courbe en fait, de la variabilité NaO, c'est celle qui est indiquée ici en violet, avec une incertitude qui est relativement conséquente, eh bien, elle infirme l'anomalie, c'est-à-dire que la courbe en rouge est celle de Trouet et al. De 2009 de Science, et la nouvelle est celle qui montre finalement assez peu de variabilité dans le temps. Alors les dernières révisions sur le sujet ont été réalisées encore plus récemment. Ici, c'est une actualisation de du même type d'approche, avec, dans ce cas-là, une étude qui est fondée exclusivement sur les cernes d'arbres, et en particulier pour la zone euro-méditerranéenne. Tout ça a été réalisé par un dendroclimatologue dont je vous ai parlé la semaine dernière, Ed Cook, qui est au Lamont à New York, donc à l'université de Columbia, et Ed Cook, avec ses collègues, donc, ont reconstitué la variabilité de la NaO pour pouvoir la comparer avec ces enregistrements qui avaient été publiés. Donc on retrouve ici le papier de Trouet et al. Avec cette anomalie positive de la NaO pendant l'optimum médiéval, et le travail qui révisait déjà cette étude, et la nouvelle étude qui donne finalement assez peu, qui montre finalement pratiquement pas de variabilité à long terme. Il n'y a plus d'anomalie du tout entre la période médiévale et la période du petit âge glaciaire. Et bon, ce qui peut paraître un petit peu inquiétant, c'est que quand on regarde les données lissées, on voit que même les variabilités à moyen terme, décennale ou pluridécennale, il n'y a pratiquement aucune corrélation entre les courbes rouges, les structures, entre ces différents enregistrements. Donc globalement, le message est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de variation de cette variabilité NaO sur le dernier millénaire. Alors les essais les plus récents ont été obtenus en se focalisant sur les derniers 2000 ans. Donc là, je vous donne un petit peu les dernières nouvelles du front sur ces aspects. Vous avez ici reconstitué, tiré d'une publication récente, donc une extension de cet indicateur NaO, de cet indice NaO sur 2000 ans, à partir d'une série d'archives qui sont réparties de chaque côté de l'Atlantique, mais en particulier l'ajout principal dans cette nouvelle étude, c'était une étude de sédiments lacustres en Espagne, en particulier d'un lac particulier, le lac Cimera, et les différentes courbes. La courbe reconstituée dans cette étude publiée en 2020, c'est la courbe noire qui est comparée ensuite avec toutes les autres reconstitutions avec des différentes couleurs. Donc on retrouve le NaO de Trouet de 2009, on retrouve la NaO d'Ed Cook, etc., d'Ortega aussi, et de Ed Cook. Et globalement, le message, c'est qu'il y a assez peu de variabilité pendant les derniers 2000 ans, et surtout, ce qui est un peu déprimant quand on regarde ça, finalement, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de corrélation entre les différentes reconstitutions, donc il y a clairement un problème dans la véracité, dans la justesse en fait de ces reconstitutions, mais il y a aussi des incertitudes dans cette approche. Quand on représente les incertitudes, elles sont relativement grandes. Les auteurs vont jusqu'à montrer qu'il n'y a pratiquement pas de consensus entre les différentes séries. Eux proposent un lien avec les minima d'activité solaire qui sont indiqués ici par les points en noir. Ça, c'est une reconstitution, en fait, c'est la série temporelle des taches solaires. Mais bon, on verra la semaine prochaine ce qu'il faut en penser lorsqu'on abordera les causes et la modélisation. Mais pour ce qui concerne cette variabilité NaO, un petit peu au même titre que je vous ai montré une variabilité NSO qui est quasiment identique sur les derniers au moins 1000 ans ou voire plus, il n'y a pour l'instant pas d'évidence de choses systématiques, même si on a cru il y a 10 ans à avoir identifié vraiment une différence importante entre l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire, la période du petit âge glaciaire. Donc voilà, un peu un recul, mais pour mieux, en fait, avec des données supplémentaires, et ça montre aussi que le verre est à moitié vide,
Et donc les prochaines générations de paléoclimatologues ont beaucoup de pain sur la planche finalement pour essayer d'améliorer cette situation, à la fois pour la variabilité ENSO et pour la variabilité NAO en Atlantique. Alors un autre paramètre climatique qui va nous intéresser, qui est aussi lié à l'Atlantique Nord et à l'océan, est lié à la variabilité de la circulation, ce qu'on appelle la circulation thermohaline ou circulation globale de retournement, en anglais thermohaline circulation ou global overturning circulation. Alors on parle aussi de meridional overturning circulation, et comme il y a beaucoup un des mécanismes de plongée est essentiellement concentré en Atlantique Nord, on considère généralement aussi la partie atlantique de façon un peu séparée, en considérant sa variabilité particulière, mais c'est uniquement une branche de toute cette circulation à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle l'AMOC, pour Atlantic Meridional Overturning Circulation. Donc c'est uniquement la partie atlantique de ce grand courant marin, simplifié à l'extrême ici avec un tapis roulant de surface venant du Pacifique pour remonter jusqu'en haut des latitudes nord de l'Atlantique, pour ensuite plonger en profondeur vers 2000 mètres de profondeur, pour retourner ensuite dans le Pacifique. Donc ça, c'est une vue imagée. Donc encore une fois, on avait fait tout un colloque sur le sujet. Donc je vous renvoie aux différentes interventions et aux différentes introductions pour vous donner plus de renseignements sur cette circulation. Et alors elle est néanmoins très importante parce qu'il faut avoir en tête en fait, que cette circulation en permanence, ici vous avez une vue un peu plus exacte du phénomène qui montre que dès qu'on commence à regarder un peu les détails, les choses sont plus compliquées, mais essentiellement on a une plongée en Atlantique Nord, au nord de l'Islande, plongée des eaux de surface qui vont être véhiculées par le Gulf Stream en surface et par la dérive nord-atlantique ensuite, et ensuite une plongée à la fois en Atlantique Nord au nord de l'Islande et au niveau de la mer du Labrador. Alors pourquoi on va la considérer c'est que c'est aussi un sujet d'étude et un sujet d'inquiétude aussi pour le futur. Il y a encore des papiers, il y a un papier qui met un pavé dans la mare dans le dernier numéro de Nature qui dit que les modèles montrent que finalement cette circulation thermohaline elle est beaucoup moins sensible qu'on le pensait, alors que d'autres sont plutôt à être très inquiets sur le futur de la circulation thermohaline avec des indicateurs de changements récents. Donc c'est encore un débat pour l'actuel, pour le futur aussi, même si tous les modèles de circulation, tous les modèles climatiques montrent en fait qu'il y aura une diminution dans le futur de cette circulation, de l'intensité de cette circulation thermohaline. Le problème est de savoir quelle est l'amplitude. Alors pourquoi est-ce qu'on la considère dans le contexte climatique en particulier actuel et des 2 derniers millénaires? C'est que cette circulation thermohaline, elle a aussi une influence climatique très importante, notamment sur tous les pays qui bordent l'Atlantique Nord, parce qu'elle transporte en permanence entre 15 et 20 millions de mètres cubes par seconde, ou 18, à peu près 18 sphere drop. Le sphere drop, c'est 1 million de mètres cubes par seconde, et elle transporte en permanence environ 10 puissance 15 watts de chaleur. C'est un flux de chaleur très important, donc 1 pétawatt en permanence, et donc son arrêt ou son ralentissement a forcément une influence sur les continents qui bordent l'Atlantique Nord. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu les choses dans le détail, eh bien, il faut considérer les zones de plongée. Là, vous avez un diagramme en fait qui vous présente pour l'Atlantique Nord justement le fait que cette circulation thermohaline, sa branche supérieure, va être confondu avec le transport du Gulf Stream. En fait, ces 18 millions de mètres cubes par seconde sont en fait compris dans le transport de surface du Gulf Stream, qui est d'abord un courant marin de surface lié au vent, mais encore une fois, qui transporte pratiquement 10 fois plus que ces 18 sphere drop. Mais parmi ce transport, il y a cette circulation à très grande échelle qui va ensuite se propager en Atlantique Nord avec cette dérive nord-atlantique pour aller en fait encore beaucoup plus au nord avec différents courants marins de surface qui sont indiqués ici en orange. Et à cause lorsque ces masses d'eau montent en latitude, elles vont subir elles vont avoir
elles vont être le siège d'un refroidissement important. Il y aura aussi des précipitations plus ou moins importantes, un flux aussi d'icebergs qui va être plus ou moins important venant du Groenland, mais au final, il va y avoir une plongée de ces eaux qui vont devenir tellement denses qu'elles vont être obligées de couler depuis la surface, avec des zones de convection, essentiellement dans les mers nordiques, les mers du Groenland, de Norvège et d'Islande, donc c'est ce que j'ai indiqué ici, convection, et une autre zone de convection, je vous l'ai déjà mentionné, c'est la zone de convection qui est au niveau de la mer du Labrador, qui est indiquée ici, avec, on vous donne 5 à 7 Sverdrup qui plongent dans cette zone-là. Et en fait, on a une plongée des eaux vers les profondeurs au nord de l'Islande et un courant de retour. En fait, ces masses d'eau vont ensuite revenir et constituer, finalement, vont se mélanger les unes aux autres et constituer ce qu'on appelle la branche de retour, qui est l'eau profonde nord-atlantique, ou NADW en anglais. Mais en fait, avant de se mélanger en Atlantique Nord, il va falloir qu'elle passe au niveau de certains seuils, au niveau de certains goulets d'étranglement entre le Groenland, l'Islande, les îles Féroé et l'Écosse. Donc, vous voyez ici, les diagrammes montrent les couleurs qui correspondent en fait à la topographie. Et en fait, ces courants profonds avec des volumes transportés qui sont très importants, donc les flux sont absolument énormes, on les compte en Sverdrup, donc en millions de mètres cubes par seconde, et bien quand ils vont être confinés par la topographie à se canaliser dans des anfractuosités, et bien la vitesse instantanée va augmenter et va pouvoir être mesurable. Le principe de base, c'est qu'on peut faire de la courantométrie en surface, parce que les courants de surface qui sont essentiellement générés par le vent, par le stress du vent, sont très rapides. On va avoir des courants de surface dans le Gulf Stream qui vont pouvoir aller au-delà de 2 mètres par seconde. Donc là, c'est relativement facilement mesurable. Mais par contre, ces grands courants, entre guillemets, ces transports de masse d'eau en profondeur, le tuyau est tellement énorme, ça intéresse plusieurs centaines de mètres sur carrément un océan complet, c'est quasiment immesurable avec des courantomètres normaux. Et donc, c'est vraiment dans des cas très particuliers où le flux est canalisé, est obligé de passer dans certains goulets, et où on peut effectivement le mesurer. Donc ici, ce que j'ai représenté, c'est tiré de papier justement sur le sujet, un goulet particulier au niveau des îles Féroé, où les océanographes actuels mettent en fait une série de courantomètres en profondeur, ce qu'on appelle des courantomètres à effet Doppler, qui permettent en fait de faire des mesures, parce que dans ce goulet, eh bien, la vitesse instantanée du courant, elle est très importante, elle peut être de l'ordre du mètre par seconde sur carrément plusieurs centaines de mètres de colonnes d'eau, avec une concentration, en fait, à cause de cet effet de rétrécissement du tuyau, de façon assez simple. Alors pourquoi j'en parle? C'est que eh bien, ça laisse une trace dans les sédiments. En fait, les courants de fond, qui vont être très rapides dans ces zones, en particulier lorsque ces masses d'eau vont passer le seuil entre les différents seuils entre le Groenland et l'Écosse, ou au niveau de la mer du Labrador, eh bien, ces courants de fond rapides affectent en fait la taille des grains des sédiments de surface, et c'est des choses qui ont été même calibrées. Ici, ce que je vous présente, c'est un diagramme qui représente des mesures granulométriques exprimées avec un paramètre, c'est la taille moyenne des grains exprimée en microns, en fonction de la vitesse du courant en profondeur qui, justement, influe sur cette granulométrie. Et donc, on a des relations qui vont être régionales, qui ne seront pas qui sont comprises, mais encore une fois, qui sont empiriques. Et avec ces différents outils, il est possible d'essayer de faire des reconstitutions dans le temps. Si l'on obtient des enregistrements justement de ce paramètre de granulométrie, on peut essayer d'estimer la variabilité dans le temps des flux d'eau profonde. Alors c'est ce qui a été fait pour plusieurs zones, en particulier pour la mer du Labrador. Ici, c'est un papier de 2018 justement, avec dans ces sédiments relativement récents, bien datés, depuis 400 jusqu'à 2000, avec les différentes phases, en particulier le petit âge glaciaire, l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire de l'Antiquité, comme on le verra.
On peut reconstituer à partir de certaines informations des paléotempératures, des changements de température à partir de différents indicateurs, mais on peut aussi, à partir de cet indicateur de granulométrie, essayer de reconstituer la variabilité du flux, au moins de façon semi-quantitative ou qualitative. Et essentiellement, le message principal de ce papier, c'était de dire qu'il y avait une variabilité indéniable, mais relativement faible pendant les derniers 2000 ans, avant un effondrement pendant le dernier siècle, un changement vraiment conséquent, uniquement pendant le dernier siècle, de cette circulation, en tout cas pour la mer du Labrador. Alors d'autres chercheurs, d'autres équipes ont essayé de réaliser le même type d'études ici pour les détroits entre l'Islande et l'Écosse. Ici, vous avez un enregistrement. Alors là, l'enregistrement est beaucoup plus court, ne remonte que jusqu'à 1780. Alors, le message est que c'est un peu différent quand même de ce qui est vu à gauche. On n'a pas d'effondrement confiné au dernier siècle. Mais ce que les chercheurs ont publié, c'est qu'il y a essentiellement une variabilité récente, enfin, à haute fréquence, qui est corrélée avec la NAO. Donc on a, encore une fois, des informations parcellaires, il en faut plus, mais on a des moyens pour essayer de reconstituer cette variabilité dans le temps de la circulation. Et globalement, lorsqu'on regarde et que l'on a une vue un petit peu large sur les derniers 2 millénaires, voilà un petit peu le bilan en fait de ces différentes indications, des différentes publications sur cette variabilité de la circulation, de l'AMOC, de la circulation thermohaline, depuis l'an 500 jusqu'à pratiquement 2000, fondées à la fois sur des indications de température et sur ces indications de granulométrie. Bon, le message qui est encore très controversé, ici il s'agit de travaux qui ont été publiés en 2021, mais qui ont été critiqués par d'autres en 2022, donc il y a effectivement un débat dans la communauté, en particulier sur cette diminution récente pendant le dernier siècle. Globalement, c'est quelque chose qui est apparent dans plusieurs indicateurs, mais qui n'est pas encore consensuel, et surtout, c'est là, essentiellement ce que je voulais illustrer dans le cadre du cours, c'est que quand on considère les différents enregistrements pour le reste, depuis l'an 500 jusqu'à pratiquement 1800-1900, il y a des enregistrements, mais il n'y a pratiquement aucune corrélation entre les différents enregistrements. Donc pour l'instant, il n'y a pas véritablement de variabilité. En particulier, on ne voit pas apparaître de grosses différences entre, encore une fois, l'optimum climatique médiéval et la période du petit âge glaciaire, entre 1250 et 1800. Il n'y a pas vraiment, dans les différentes indications, de changement de marche en escalier. Et surtout, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la variabilité décennale ou pluridécennale entre les différents enregistrements. Donc on est un petit peu dans la situation de l'ENSO et de la NAO. Il y a peut-être une variabilité récente importante, mais encore une fois, sur toute la période, ce n'est pas la circulation thermohaline qui va expliquer beaucoup de paramètres, en tout cas sur cette période. Alors, toujours pour rester dans l'océan, je vous ai parlé la semaine dernière, et je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, qu'on peut utiliser les arbres qui permettent d'avoir des cernes. Je vous ai montré aussi qu'on peut utiliser des coraux dans l'océan, c'est ce qui permet de compter des bandes annuelles, on appelle ça de la sclérochronologie, un petit peu comme la dendrochronologie permet de compter les cernes d'arbres et de remonter dans le temps. Eh bien, on peut faire la même chose avec d'autres objets, ce ne sont pas des coraux, ce sont en particulier des bivalves qui vivent très longtemps, en particulier une espèce particulière qui s'appelle Arctica islandica, c'est la praire d'Islande, qui est un animal qui a une longévité exceptionnelle et qui permet de remonter pratiquement jusqu'à 500 ans, voire plus. Ici, vous avez, et de compter, de carrément étudier une archive annuelle avec des bandes annuelles. Alors, le taux de pousse de cette praire est influencé par les conditions du milieu, en particulier de la température, mais on peut aller plus loin, on peut faire des mesures de certains indicateurs géochimiques,
isotopiques ou des éléments traces ou d'autres composés encore, pour essayer de reconstituer dans le temps des séries temporelles. C'est un petit peu, donc ces praires se comportent un petit peu comme des arbres dans l'océan. On peut les utiliser et remonter dans le temps de façon annuelle. Et bon, ce qui est relativement impressionnant, c'est que par exemple là, c'est juste un exemple, mais deux coquilles, ce ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les deux valves du même bivalve, mais étudiées dans le même site, mais dans des zones différentes quand même, correspondent exactement, ont vécu pratiquement à la même période, et les taux de pousse, ici, il s'agit juste de la comparaison entre deux valves, deux coquilles, qui ont vécu pratiquement exactement à la même période, mais pas bon, et qui présentent des taux de pousse absolument corrélés de façon parfaite pour les derniers 500 ans. Donc c'est bon, juste une illustration de la qualité de ce qui peut être fait avec ce type d'enregistreur, comme des arbres dans l'océan. Alors on peut mesurer, c'est ce qu'ont fait les auteurs justement, de mesurer en particulier un indicateur de la température, le rapport O18 sur O16, bon, qui est aussi influencé par la salinité, et globalement qui a permis aux auteurs de reconstituer avec ces praires d'Islande des séries temporelles qui remontent sur le dernier millénaire entre des valeurs assez faibles, parce que là tout le diagramme a une échelle inversée, avec des valeurs assez faibles qui correspondent à des périodes chaudes ou de l'eau un peu moins salée, et des périodes froides, et globalement ce qu'ils veulent y retrouver, bon, pour l'Islande, c'est la trace en fait de l'optimum médiéval et du petit âge glaciaire. Donc là, on devine, mais c'est quand même pas extrêmement net. Et de façon plus exhaustive, en fait, il y a eu des efforts de compilation régionale de ce type d'enregistrement, ainsi que d'autres sur tout l'Atlantique Nord. Et globalement, quand on fait cette analyse des données paléocénographiques, essentiellement de température, avec des résolutions annuelles, comme je vous l'ai montré pour ces praires, eh bien, on retrouve une compilation de température sur le dernier millénaire en particulier, qui est relativement classique, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que je vous ai montré pour l'océan global la semaine dernière. Je vous ai montré les travaux qui sont réalisés dans le cadre du programme de comparaison et de compilation qui s'appelle Pages2K. Et là, ce qu'on retrouve pour la partie plus précise de l'océan Atlantique Nord, eh bien, c'est quelque chose d'assez simple, avec un optimum médiéval un peu plus chaud et un refroidissement généralisé pendant toute la période du petit âge glaciaire. Donc des choses qui sont relativement simples quand même quand on compile beaucoup d'informations pour essayer de lisser les différentes inexactitudes ou incertitudes des différents indicateurs. Alors voilà pour les températures. Il y a un autre paramètre climatique que j'aimerais illustrer maintenant, qui est important parce qu'il est aussi relié à ces changements de température. Eh bien, c'est l'existence, l'étendue en fait de la banquise à la fois hivernale et estivale. Alors pour vous rappeler aussi les principes de base, vous le savez au même titre que beaucoup d'autres paramètres climatiques changent rapidement. La banquise est très affectée par le réchauffement actuel. On étudie ça depuis des décennies. Et juste comme rappel, en fait, je vous présente ici une carte qui compare la situation de la banquise estivale en 2023 avec la banquise estivale, donc à la fin de l'été, c'est-à-dire le minimum, c'est la banquise qui va être permanente, qui bien évidemment en hiver, il y a une banquise qui va être beaucoup plus importante, qui va doubler carrément la surface, mais cette banquise estivale, le minimum en septembre, est beaucoup plus petit en fait en 2023 par rapport à l'étendue en 79. Et en particulier, on voit notamment qu'on peut se balader en bateau sans problème aujourd'hui, en été, en passant par le détroit de Bering pour arriver jusqu'en Europe ou en Amérique du Nord. On peut aussi passer de façon beaucoup plus facile aujourd'hui par tous les détroits dans le nord canadien, qui sont maintenant totalement libres de glace, alors qu'avant, c'était quasiment impossible. Donc on a une situation qui évolue très rapidement, donc un effondrement de cette banquise estivale. Alors, c'est des choses qui sont suivies de façon quasiment météorologique par tous les chercheurs depuis assez longtemps. Ici, et il est possible, en fait, en compilant toutes les informations directes
à la fois pour les données récentes, c'est essentiellement lié à des observations par satellite, mais il y a des indications, des séries temporelles en fait, de reconstitution de la banquise arctique dans différentes zones et qui remontent jusqu'au milieu du XIXe siècle, donc des données effectivement instrumentales. Quand on les compile, eh bien voilà ce que l'on trouve en fait. Ici, vous avez un diagramme qui démarre en 1850 jusqu'en 2010, avec d'une part le maximum hivernal de cette banquise qui culmine avec 16 millions de kilomètres carrés, et un minimum estival qui, comme on le voit, diminue de plus en plus, il y a quasiment un facteur 2, ici on est quasiment à 4. En 2010, ça s'est effondré encore plus, et pour être au-dessus de 8. Donc on voit cette longue tendance. Alors ce qu'on aimerait bien évidemment, c'est remonter beaucoup plus loin dans le temps pour voir quelles étaient les variations à long terme de cette banquise, de l'extension de la banquise, pour en particulier mettre en évidence l'anormalité, ou la singularité de ce qui se passe depuis quelques décennies. Alors, il nous faut des indicateurs. Et alors, il y a plusieurs indicateurs qui sont utilisés pour essayer de reconstituer dans le temps la banquise. Je vais vous en présenter deux essentiellement, mais c'est juste pour montrer la diversité en fait, des approches. Une des approches qui est utilisée en fait, pour essayer de reconstituer au moins de façon cartographique et qualitative la distribution de la banquise, c'est d'étudier certains composés organiques dans les sédiments marins, notamment des composés organiques qui sont synthétisés par des diatomées qui sont inféodés à la banquise, en fait, qui vivent à la base de la banquise. Alors, il y a suffisamment de lumière en fait, pour pouvoir faire de la photosynthèse, ce sont des algues diatomées, mais elles synthétisent en fait des composés. Ici, vous avez une carotte qui montre justement l'abondance des composés organiques de ces diatomées à la base de cette banquise, juste avant la mer, l'eau libre. Et le composé qui nous intéresse, en fait, c'est un hydrocarbure, l'IP25, qui a cette configuration moléculaire que l'on peut retrouver dans les sédiments. Et les flux d'IP25, les rapports par rapport à d'autres composés organiques, vont nous permettre en fait, de reconstituer dans le temps l'extension en prenant des carottes judicieusement disposées dans l'océan Arctique. Alors c'est ce qui a été fait. Là, il s'agit, je vous montre en fait le résultat d'une étude qui est déjà ancienne, de 2011, qui a été en fait une des premières reconstitutions de l'extension de la banquise, à la fois avec des carottages et des mesures de cette IP25, de cette molécule particulière qui est liée à ces diatomées de la banquise, et d'autre part une analyse statistique de corrélation de certains indicateurs. On retrouve des carottes de glace du Groenland, des sédiments lacustres, des anneaux d'arbres. Et là, il s'agit d'une approche purement statistique qui étudie la corrélation entre la variabilité des anneaux d'arbres sur le continent avec l'abondance de la banquise située à proximité. Et donc, globalement, le message est résumé un petit peu sur ces diagrammes. À part l'effondrement récent, qui lui est bien documenté depuis le XIXe siècle, il y a des variabilités dans le temps. Les auteurs à l'époque voulaient voir un effondrement vers l'année 1600, mais bon, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans ces indicateurs et pas vraiment de choses très très nettes, en particulier pour ce changement entre la période, encore une fois, qui serait ici, de l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire, qui est un peu plus récent, même si effectivement 1600, ce minimum appartient à cette grande période, encore une fois contrastée, du petit âge glaciaire. Alors ici, c'est une autre étude un peu plus récente qui est confinée, elle, aux derniers 1200 ans, avec des grandes fluctuations. On retrouve en fait une augmentation ici pendant le petit âge glaciaire. Les données instrumentales sont là. Mais encore une fois, les intervalles de Confios que j'ai rappelés ici sont tels que toute cette variabilité à court terme est peut-être finalement dans le bruit. Donc on n'a pas... Il y a une indication probable d'augmentation de la banquise, de l'extension de la banquise pendant la période correspondant au petit âge glaciaire, mais pas vraiment plus, je dirais, et pas vraiment d'autres détails. Alors il y a d'autres enregistreurs qui nous permettent d'étudier cette banquise, en particulier des algues rouges
corallines, ce qu'on appelle des algues corallines. Je vous ai montré qu'avec les coraux, on pouvait avoir des bandes annuelles carrément de l'ordre du centimètre sous les tropiques et reconstituer comme ça des séries temporelles, même saisonnières, un petit peu, enfin, donc on va même au-delà de la résolution qui est permise par les arbres, hein, qui essentiellement nous donnent un signal d'été. Mais en Arctique, il n'y a malheureusement pas de coraux importants avec des taux de pousse de l'ordre du centimètre par an. On est obligé de faire avec ce que l'on a. Et en particulier, il y a des algues rouges qui sont représentées ici, à la fois en profondeur. Ici, c'est un collègue de l'université de Tübingen qui fait des prélèvements. Et on peut analyser, alors c'est des choses qui sont faites par des collègues, parce qu'en particulier, on travaille aussi dans mon laboratoire sur ces archives. On peut étudier le taux de croissance, c'est ce que font les collègues. Ici, vous avez un objet qui est juste une coupe d'une de ces croûtes algaires anciennes qui démarre avec la partie récente ici, donc elle a été prélevée vivante, et on peut compter des cernes comme les cernes d'arbres. On voit des bandes annuelles, on les voit très bien en loupe binoculaire et sous le microscope, et reconstituer. Ici, on a pratiquement 200 ans, et on peut remonter encore plus loin dans le temps. Alors c'est beaucoup moins épais, c'est beaucoup plus fin que les coraux, mais on est obligé d'utiliser ces archives quand on essaye de reconstituer ce qui se passe dans la zone arctique. Alors, ce sont des reconstitutions qui sont réalisées en collaboration avec un groupe allemand, en particulier un chercheur qui s'appelle Jochen Alfar, qui est essentiellement à l'université de Toronto, mais qui collabore avec l'université de Tübingen. Et nous faisons, on a une approche complémentaire. Et un des résultats importants avec cette approche, ça a été, pour tiré d'un article, encore une fois, de Alfar, de reconstituer la banquise, l'extension de la banquise pendant toute la période depuis 1300-1400 jusqu'à pratiquement la période actuelle. Bon, le message principal de leur étude, c'est qu'il y avait visiblement plus de glace, donc ça corrobore en fait ce que je vous ai montré auparavant, plus de glace pendant la partie, je dirais, correspondant au petit âge glaciaire, le Little Ice Age en anglais, mais une cyclicité aussi probable, mais qui n'a pas été confirmée qui est encore étudiée, mais des cycles à beaucoup plus court terme, mais essentiellement donc une extension de la banquise importante pendant ce petit âge glaciaire, et surtout depuis quasiment le milieu du XIXe siècle, on a une érosion, une diminution de cette extension de la banquise qui se poursuit encore aujourd'hui et qui s'effondre de façon beaucoup plus nette. Alors, ces données, donc, elles ont été obtenues pour la mer du Labrador en particulier, et il est possible en fait de compiler ce type d'études. Il y a à la fois des études précises pour chaque site qui tiennent compte de la spécificité de chaque archive, où on va essayer de travailler avec les sédiments ou telle archive biologique, ou un coquillage ou une croûte algaire, avec des outils particuliers. Chaque archive est spécifique, et donc on va utiliser tel et tel outil géochimique en particulier pour reconstituer des paléotempératures. Et puis ensuite vient un travail aussi de compilation, de comparaison, pour essayer de faire une synthèse. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est le résultat finalement des courses, avec une synthèse des compilations des enregistrements sur 2000 ans de l'extension de la banquise. Donc tous ces enregistrements représentés ici de 0 à 2000 ans sont ces petits traits relativement fins, et globalement, l'étude statistique montre, quand on regarde comme ça de loin, essentiellement une augmentation de l'extension de la banquise pendant le petit âge glaciaire par rapport à l'optimum climatique médiéval, mais surtout aussi des désaccords entre les différents enregistrements avant, alors effectivement, ce qui n'est pas représenté ici, l'effondrement qui lui est bien documenté avec les données météorologiques et instrumentales. Alors ici, c'est les données qui ont servi à la compilation, ce sont essentiellement, on retrouve encore une fois les proxys, enfin les indicateurs, l'IP25, je vous en ai parlé, on va utiliser d'autres indicateurs, en particulier les dinoflagellés, qui répondent aussi à la glace de mer, pour en fait retrouver finalement un message qui est relativement simple.
Alors, une vision un petit peu complémentaire de ce que je vous ai montré avec d'autres indicateurs en Atlantique Nord. Une autre source d'information sur les derniers 2000 ans qui est importante et que j'aimerais vous montrer un petit peu dans le détail, ce sont d'autres indicateurs, d'autres glaces. On a parlé de glace de mer, donc la banquise. Il y a aussi une grande sensibilité des glaciers, en particulier des glaciers de montagne, qui vont nous servir de thermomètre, entre guillemets. Alors, juste, encore une fois, pour faire écho de la littérature très récente, là, il s'agit d'une figure synthétique, en fait, qui a été publiée dans Nature il y a 2 semaines, sur une synthèse, en fait, réalisée par, finalement, toute la communauté de glaciologie qui est intéressée par ces glaciers qui ont tendance à fondre, un petit peu comme le retrait de la banquise est très marqué. Eh bien, les glaciers fondent à l'échelle de la planète. Ici, c'est un papier qui est dédié aux derniers 20 ans, en fait, qui se focalise sur les séries temporelles depuis 20 ans. Donc ici, vous avez tiré de ce papier une série temporelle de la diminution exprimée en volume, en gigatonnes de glace qui fondent par an. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pratiquement un quart de la montée du niveau marin actuel est liée à la fonte des glaciers, et ces glaciers, sur 20 ans, en gros, ils ont perdu 5% de leur masse. Alors on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même très conséquent, parce que c'est une fonte qui existe depuis assez longtemps et qui est exacerbée par le réchauffement mondial actuel. Et alors, ce diagramme vous présente en fait les glaciers de par le monde. Alors on retrouve, si on peut faire un zoom en particulier, on va les retrouver dans la zone alpine, et très rapidement je vais vous montrer les informations que l'on a pour les Alpes, mais les glaciers existent sous toutes les latitudes, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, existent aussi aux basses latitudes dans les zones d'altitude. Et on peut considérer, c'est ce qui est fait dans cet article, les différentes zones les unes par rapport aux autres pour essayer de voir quels sont les pourcentages. Ce qu'on retrouve en particulier, c'est que pour cette zone centrée au niveau de l'Europe, eh bien, il y a un pourcentage très important, beaucoup plus important qu'à l'échelle mondiale. Ici, on est sur une perte sur 20 ans de l'ordre de 5%, alors que là, on est pratiquement à 40% pour la partie alpine. Donc on va voir que ces marqueurs, cette zone alpine est très sensible, est beaucoup plus sensible, et c'est quelque chose qui est connu depuis plus d'un siècle. Donc je vous en ai déjà parlé dans le premier cours, je vous avais fait un petit peu un panorama des pionniers du sujet, de la paléoclimatologie sur les derniers siècles, et je vous ai parlé notamment de ce pionnier, Ignaz Venetz, qui était ingénieur en chef du canton du Valais, et qui avait étudié notamment l'extension d'un glacier, la retraite d'un glacier entre le maximum du petit âge glaciaire et donc des choses qui pour lui étaient très récentes. C'est-à-dire que là, il y avait quelques décennies entre l'extension jusqu'à cette zone pour un glacier qui s'appelle le glacier de Rosbode. Donc des choses qu'il a publiées vers 1820-1830. Avec un front du glacier en 1821 qui était situé dans cette zone-là. Et dès cette époque, en fait, Venetz avait bien conscience en fait, que l'extension et le recul surtout des glaciers étaient un indicateur de température. Alors, on verra qu'il faut aller beaucoup plus dans les détails, c'est-à-dire qu'il faut aussi tenir compte de l'apport en neige, donc il y a à la fois les précipitations et la température, mais globalement, ce que l'on voit, en particulier là, sur des synthèses très récentes sur tous les glaciers, c'est l'effet du réchauffement, donc essentiellement de la température qui fait fondre de façon assez triviale. Donc Venetz, à l'époque, nous avait déjà dit, rien ne nous paraît plus propre à faire connaître les températures des temps reculés que l'augmentation ou la diminution des glaciers. Donc il avait vu juste. Ce qui est inquiétant, il suffit de regarder sur Google Earth. Vous avez ici juste le glacier de Rosbode aujourd'hui. En tout cas, l'image que j'avais tirée date de 2016, avec une échelle qui est à peu près celle de sa carte. Saint-Plon et l'autre site qui est situé ici et là. Et pratiquement toute la langue ici que vous voyez, qui est représentée et qui est marron, ou grise,
c'est la vallée glaciaire qui est vide. En fait, le glacier, maintenant, il est complètement remonté. Donc, à l'échelle, ce glacier du Rosbode, aujourd'hui, étudié avec Venetz, qui arrivait pratiquement jusque-là, il est remonté de plusieurs centaines de mètres en altitude. Et donc, il fait partie de tous ces glaciers qui sont cartographiés maintenant de façon globale, avec des données satellites en particulier. Alors, ce glacier de Rosbode, il est anecdotique, mais il a été étudié en particulier par un des pionniers du sujet. Il y a beaucoup d'autres glaciers qui sont étudiés dans les Alpes, en particulier les grands glaciers, notamment le glacier d'Aletsch. Et ce que l'on peut voir directement en regardant les photographies, en fait, à la fois dans le temps, eh bien, c'est l'évolution de la hauteur du glacier. Alors, bien évidemment, les glaciologues vont beaucoup plus loin, ils font des bilans de masse, donc il y a toute une science glaciologique qui est destinée justement à étudier les volumes de glaciers. On peut aussi faire de la gravimétrie avec les satellites gravimétriques, mais au premier ordre, on peut regarder aussi les marques géomorphologiques, qu'on appelle en anglais des trimlines, et pour voir que ces glaciers, notamment le glacier d'Aletsch, qui est un grand glacier du Valais suisse, a beaucoup rétréci, enfin, son volume a beaucoup diminué. On voit ces trimlines qui correspondent en fait aux petits âges glaciaires qui sont situés beaucoup plus haut au niveau de la vallée, donc qui signalent qui sont les traces en fait des anciennes limites de ce glacier. Alors, on peut le faire pour d'autres glaciers. Ce sont des informations. On peut aussi retrouver de l'information qu'on va pouvoir essayer de quantifier du mieux que ce que les chercheurs peuvent faire à partir de représentations artistiques de certains glaciers. Ici, vous avez une comparaison entre la situation pour la mer de glace bien connue en France, avec ces marques, ces trimlines qui sont bien documentées, mais en même temps, on peut les suivre aussi sur des représentations. Ici, vous avez une peinture qui date de 1825, qui montre en fait effectivement que le niveau du glacier était bien plus élevé à l'époque du petit âge glaciaire, en tout cas le maximum vers le début du XIXe siècle. Alors il y avait déjà aussi des photographies au début du XIXe. Ici, vous avez pratiquement une des premières photos de glaciers que l'on peut utiliser justement pour le grand glacier du Rhône, qui est situé dans le Valais. Donc une image qui est vraiment très impressionnante parce que ici, vous avez un glacier qui occupe toute la vallée et aujourd'hui, pratiquement tout ça, c'est de la roche. Il n'y a plus de glacier, il faut remonter beaucoup plus haut pour retrouver le glacier du Rhône. Donc tout ce volume a disparu. Glacier du Rhône, glacier de Grindelwald, dans le canton de Berne aussi, une représentation de la fin du XVIIIe, et la situation en 2009, donc il n'y a vraiment plus rien dans la vallée, il n'y a plus qu'un petit lac, et une autre vue, le glacier des Bossons, un peu donc en Haute-Savoie, avec un glacier qui va carrément jusqu'à l'Arve, jusqu'à la vallée de l'Arve, alors qu'aujourd'hui, ça c'est une photo qui est prise de l'autre côté de l'Arve, donc vous devinez le glacier, mais il faut imaginer que maintenant il est à mi-pente, alors qu'avant il descendait carrément jusque dans la vallée de l'Arve. Alors, ces documents sont utiles, ils font prendre conscience en fait de la gravité. Il suffit de regarder encore une fois Google Earth pour faire des comparaisons comme ça très simples. Pour reconstituer les glaciers dans le temps, il va falloir dater les différentes moraines, les différentes traces géomorphologiques, ces différentes trimlines, et c'est assez difficile en fait de les dater. Alors quelquefois on peut trouver des morceaux de bois qui vont être mélangés avec les sédiments glaciaires, mais c'est relativement rare. Et en fait, une des techniques qui est de plus en plus utilisée depuis plusieurs décennies maintenant, c'est la datation des blocs erratiques et des moraines en mesurant leur temps d'exposition au rayonnement cosmique. Donc ça, c'est un diagramme en fait, qui représente le principe de base. Il y a un flux permanent de rayonnement cosmique qui nous vient de la galaxie, qui est isotrope, à peu près constant au cours du temps, et lorsqu'il y a un glacier, les roches et les minéraux qui sont sous-jacents, qui sont protégés en fait, de ce rayonnement cosmique par l'épaisseur de glace, et quand le glacier se retire, les roches vont être bombardées en permanence à toutes les altitudes et latitudes. Alors il faut en tenir compte
dans les calculs et les datations, mais on va pouvoir calculer des temps d'exposition après la retraite des glaciers en prélevant des échantillons à la fois dans ce qu'on appelle les blocs erratiques ou les boulders et dans les moraines et dans des roches qu'on appelle les roches moutonnées. Et ces différents nucléides cosmogéniques ou cosmonucléides, il y en a une série, en fait, en particulier le beryllium 10, l'aluminium 26, le chlore 36, le carbone 14 est aussi un isotope cosmogénique qu'on peut utiliser dans le cadre de ces datations in situ de formation par le rayonnement cosmique directement dans les roches. Et bien évidemment, les choses vont être compliquées parce que différents minéraux, avec leur chimie particulière, vont donner des taux de formation de ces différents isotopes qui vont être variés. Mais encore une fois, en connaissant tous ces processus, on peut essayer de reconstituer dans le temps le recul de ces glaciers. Alors, ce sont des choses qu'on étudie aussi dans mon labo à Aix. Ici, là, je vous présente. Alors, malheureusement, ces mesures sont assez compliquées parce qu'il faut des gros outils, en particulier des petits accélérateurs de particules. Ici, c'est les accélérateurs dont nous disposons au CEREJ, avec un accélérateur de 5 millions de volts, un accélérateur un peu plus petit de 200 kV qui est dédié au C14, ça c'est vraiment pour les mesures de beryllium et autres. Et avec ces différents outils, on peut effectivement, en prélevant des moraines ou des blocs erratiques, essayer de reconstituer dans le temps le recul des glaciers pendant toute la période historique. Alors un exemple ici tiré d'une étude réalisée au laboratoire, pour un glacier particulier, le Steinglacier, enfin le glacier de pierre, du canton de Berne. Donc ici, on voit un petit lac qui est tout ce qui subsiste de toute cette vallée glaciaire qui correspond finalement au petit âge glaciaire. Vous avez des moraines qui ont pu être datées et qui permettent en fait de reconstituer dans le temps l'étendue du glacier. Alors ici, l'échelle temporelle va de droite à gauche, c'est pour ça que j'ai mis une flèche rouge. Le temps présent est ici, et globalement, ce qu'on retrouve, c'est à partir de ces indications, de ces datations de moraines, c'est qu'il y avait un glacier très important qui a reculé à partir de la fin du 19e et qui a cru à partir de 1300. Donc on retrouve encore une fois un maximum qui est lié au petit âge glaciaire. Alors, ce sont des choses qui ont été étudiées depuis assez longtemps et compilées. Ici, vous avez tiré de travaux en particulier de collègues suisses une comparaison des différents enregistrements de ces extensions glaciaires pour les différents glaciers dont j'ai parlé. Là, le glacier d'Aletsch, c'est la série temporelle qui est en haut. Le glacier Gorner, bon, je ne vous l'ai pas montré, mais bon, c'est aussi un des glaciers importants dans le Valais, et le glacier de Grindelwald. Je vous ai montré aussi deux figures qui correspondent à ce glacier dans l'Oberland de Berne, avec des poussées glaciaires qui sont des étendues, des extensions représentées ici par ces diagrammes qui sont ce qu'ils sont, mais globalement, le message est que ces poussées glaciaires, cette extension maximale des glaciers des Alpes, elle correspond globalement à ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, avec des poussées. Donc le petit âge glaciaire n'est pas une période simple et unique. Il y a des poussées, ensuite des retraits, des reculs, des poussées encore et des reculs qui correspondent entre les différents glaciers. Mais globalement, on a une différence très marquée avec cette période située autour de l'an 1000, qui correspond à cet optimum climatique médiéval, pendant lequel les glaciers étaient beaucoup moins étendus, et on remonte en fait dans le temps. Ici, c'est une compilation qui va carrément jusqu'à l'âge du bronze. La période qui nous intéresse, depuis l'an 1, elle correspond au début avec cette ligne verte. Donc on retrouve finalement, avec l'étendue de ces glaciers, différentes périodes que nous allons ensuite étudier et voir leur corrélation avec les phénomènes sociétaux. Alors, pour être plus précis, et aussi pour étudier un peu les causes, les collègues qui ont étudié justement ces glaciers principaux ont essayé de regarder les corrélations entre l'extension de ces glaciers alpins, en particulier à la fin du petit âge glaciaire, et les changements régionaux de température. Donc là, c'est tiré
d'une étude assez récente qui montre en fait qu'il y a une certaine cohérence entre l'étendue de ces glaciers pendant la période entre 1750 et 1900, entre les températures et l'étendue des glaciers du Grindelwald, la mer de glace, le glacier des Bossons. Je vous ai montré des photos pour les trois. Alors là, le diagramme il est inversé pour montrer des corrélations, pour montrer qu'il y a une corrélation avec la température. L'étendue maximum, elle est ici, elle est située vers le bas, alors que le diagramme vers le haut montre des étendues, des extensions de glace qui sont plus faibles. Donc en fait, c'est le même diagramme que ce que je vous ai montré juste auparavant, mais inversé, avec une échelle inversée. Donc on retrouve ici le maximum d'extension pour ces trois glaciers pendant le 19e siècle, depuis, ici on a de 1800 à 1850, donc c'est le maximum de l'extension de ces différents glaciers, et les températures reconstituées à l'échelle régionale avec différents types d'indicateurs, dont des cernes d'arbres régionaux, montrent en fait une certaine corrélation, et globalement cette poussée glaciaire du 19e siècle, qui appartient à la fin, qui constitue la fin du petit âge glaciaire, elle correspond à une chute de température régionale, et on voit que le retrait glaciaire, qui intervient finalement dès le milieu du 19e siècle, est lié à un réchauffement qui est relativement précoce. Alors ensuite, pour la période la plus récente, il y a le réchauffement récent qui est lié au gaz à effet de serre anthropique qui a pris le relais et qui a une influence significative, mais ce recul en fait, des glaciers a démarré en fait, dès le milieu du XIXe siècle et est lié en partie à ces changements de température régionaux. Alors ça, c'était une vue, encore une fois, on verra ce que nous apprend aussi les efforts de modélisation, parce qu'encore une fois, là, il s'agit pour l'instant juste de corrélation entre des courbes de température régionale qui a forcément une influence sur l'étendue des glaciers et l'étendue de ces glaciers reconstitués avec des indicateurs que l'on peut retrouver sur le terrain. Mais on peut essayer aussi d'aller plus loin que la partie alpine et d'essayer de faire des compilations à l'échelle mondiale de ces reconstitutions du recul et d'avancée des glaciers. Alors c'est ce que certains, ou certaines, là, il s'agit d'une équipe pilotée par Olga Solomina, qui ont essayé de faire ces reconstitutions à l'échelle mondiale. Alors bon, les différents enregistrements pour chaque glacier sont ce qu'ils sont, mais c'est un effort qui est louable, mais qui montre à la fois les trous d'informations qu'il y a encore à l'échelle mondiale, mais qui convergent vers des conclusions quand même qui ont l'air d'être robustes. Donc ici, tiré de ces travaux, ce que je vous montre, c'est en fait uniquement pour la partie des glaciers de haute latitude. La compilation, elle concerne à la fois l'hémisphère sud, les basses latitudes, les glaciers d'altitude à basse latitude, ainsi que les glaciers de haute latitude. C'est une compilation qui est effectivement mondiale, mais dans ce diagramme, juste pour simplifier les choses, pour l'illustrer, je vous montre en fait les séries temporelles de 0 jusqu'à 2000 ans pour les différentes zones du monde, Alaska, Arctique canadien, Groenland, Islande, Spitzberg, Scandinavie, l'Arctique russe, de différents glaciers. Alors chaque barre horizontale correspond à un glacier particulier où il y a de l'information, du même type que ce que je vous ai montré pour les Alpes, avec, et là le diagramme il est simplifié à l'extrême. Ce qui est indiqué, c'est avec un code de couleur, ce sont les périodes de recul indiquées en jaune et des périodes d'avancée avec des codes de couleur plus ou moins bleus. Quand on regarde comme ça chaque glacier, on peut voir des choses qui peuvent être différentes régionalement, mais globalement, quand on voit ça finalement de loin, on voit essentiellement que pendant toute cette période, jusqu'à pratiquement 1200 ans avant le présent, il y avait surtout des reculs et ensuite des avancées glaciaires qui culminent vers toute cette période entre 1600 et quasiment la période subrécente. Et la barre jaune ici est là pour rappeler en fait qu'il y a, comme je vous l'ai montré tout à fait au départ, une
une diminution, un recul qui est massif à l'échelle de la planète, de tous les glaciers, en particulier les glaciers de montagne. Donc on retrouve finalement, de façon quasiment globale, ce petit âge glaciaire à l'échelle mondiale. Et les auteurs donc, sont allés beaucoup plus loin que juste cartographier ceci pour les hautes latitudes. Ils ont fait toutes les latitudes, l'hémisphère sud aussi, et tout calcul fait donc, de façon simplifiée, parce qu'il s'agit de diagrammes, on va dire, semi-quantitatifs. Ici, il s'agit d'une compilation pour les différentes zones, hémisphère nord, tropique et hémisphère sud, des nombres d'avancées glaciaires normalisées et représentés avec une échelle inversée. Donc on a, au cours du temps, depuis pratiquement l'an 1 jusqu'à jusqu'au début de la période anthropisée pour les dernières décennies, on a essentiellement une augmentation de ces glaciers, une avancée de ces glaciers quasiment à toutes les latitudes. Encore une fois, dans le détail, les choses peuvent être complexes, mais globalement, pour l'instant, c'est un peu un message simple qui ressemble finalement, on retrouve de façon simplifiée la courbe de compilation de température de l'océan. Je vous ai montré les résultats là, du groupe de Pages-Touquet pour la partie océanique. Eh bien, on retrouve finalement des choses relativement simples avec une tendance assez longue. On retrouve en particulier une extension glaciaire qui est beaucoup plus importante pendant toute cette période entre 1200 et le 19e siècle. Donc des choses qui, encore une fois, peuvent être très compliquées localement, régionalement, avec des poussées glaciaires plus ou moins importantes pendant des périodes, mais un signal qui va se simplifier quand on fait une compilation à l'échelle mondiale. Alors, dans les zones de montagne, on peut aussi s'intéresser à d'autres archives. C'est pour être un peu complet aujourd'hui, puis avant d'aborder les causes à partir de la modélisation, comme on est ici sur les glaces de montagne, d'autres informations peuvent être obtenues non pas à partir des glaciers, qui sont difficiles à dater, mais des sédiments dans les lacs de montagne. Alors c'est ce qui est fait par toute une communauté, et nous participons aussi en collaboration avec des équipes, en particulier en France, en particulier avec l'Université de Savoie et l'Université de Grenoble. Ici, il s'agit d'une étude de sédiments d'un lac, le lac d'Alos, dans les Alpes de Haute-Provence. Et dans ce lac, il est possible de prélever des sédiments, des carottes, et d'étudier en particulier les sédiments qui proviennent en fait d'épisodes d'érosion et de transport et de dépôt très rapide de minéraux dans le sédiment, qui correspondent finalement à des pluies extrêmes qui vont être stockés dans ces sédiments de haute altitude. Alors c'est ce qui a été fait, donc ça c'est juste une petite photo de ce lac d'Alos, et une reconstitution à partir de ces indications que l'on... Alors je ne détaille pas les différents indicateurs à la fois minéralogiques, de sédimentologie et d'indicateurs de géochimie que nous appliquons à ces sédiments, mais globalement, en collaboration et piloté justement par ces chercheurs de Savoie, on peut reconstituer les fréquences de ces crues, de ces épisodes extrêmes de pluie et de transport de minéraux dans le sédiment. Et comme les sédiments peuvent être aussi datés, en particulier avec le carbone 14, eh bien on peut reconstituer comme ça des séries temporelles. Donc on voit ici, par exemple, qu'autour de l'an 1000, il n'y a pratiquement pas de crues et qu'on a une augmentation de ces crues pendant le petit âge glaciaire. Alors un autre exemple, situé au nord de Chamonix, là, c'est beaucoup plus au nord dans les Alpes, l'exemple du lac Blanc, à côté des Aiguilles Rouges, donc des sédiments qui ont été étudiés à la fois dans notre laboratoire et dans d'autres, et avec des reconstitutions au cours du temps de ces flux, de ces crues du lac, qui sont liés à ces épisodes de pluie extrême. Donc avec une complexité, il faudrait regarder un peu les détails, les enregistrements présentent quelques cyclicités,
mais encore une fois, des choses qui sont cohérentes finalement entre les différents lacs, en particulier l'absence pendant l'optimum climatique médiéval, un lac un peu plus important, le lac du Bourget, qui est essentiellement, où les apports en minéraux détritiques justement signent en fait la fréquence et l'amplitude des crues du Rhône. Donc, il y a une photo ici du lac du Bourget, et dans ces sédiments, il est possible de reconstituer au cours du temps justement ces épisodes de crues intenses à partir de ces outils de géochimie et de sédimentologie pour montrer en fait essentiellement une corrélation avec les épisodes dont j'ai parlé auparavant, l'optimum médiéval, le petit âge glaciaire. Alors, ce sont des travaux, bon, pas pour le lac du Bourget, mais pour les autres dans lesquels nous sommes impliqués, donc qui correspondent à des travaux. Il y a toute une communauté. Alors, malheureusement, Bruno Wilhelm, qui était le pilote de toute cette affaire, est décédé dans un accident de montagne. Je salue ici Bruno pour toutes ses contributions. Et toutes ces informations provenant des lacs alpins peuvent être compilées à l'échelle des Alpes entières pour essayer d'avoir un signal qui peut être placé en corrélation avec ce que nous apprennent en particulier les glaciers. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer en fait aujourd'hui, c'est la diversité, je voulais illustrer la diversité des informations que nous avons sur les fluctuations de ces glaces à la fois océaniques, de ces glaces sur le continent, qui sont à mettre en parallèle avec les reconstitutions climatiques à beaucoup plus grande échelle. Et une autre phase, en fait, dans l'analyse de toutes ces séries temporelles, c'était important à la fois de documenter sur le terrain, avec les différentes archives, des changements de température ou de précipitation ou d'extension des glaces ici ou là. Ensuite, des efforts de compilation pour essayer de comparer et de voir s'il y a un signal qui apparaît de façon nette sur ces échelles de temps. Et il y a une autre étape en fait, que nous allons considérer dans le prochain cours, qui est l'étape pour essayer de déterminer les causalités. Et ceci, nous allons le faire à la fois en considérant les différentes causes, les différents forçages naturels, et surtout en impliquant aussi les apports de la modélisation climatique sur cette échelle de temps, tout en ayant à l'esprit que les modèles qui sont utilisés pour essayer de comprendre cette variabilité climatique des 2 derniers millénaires, ce sont les mêmes modèles qui servent aux projections pour le prochain siècle et qui sont en particulier compilés par les rapports du GIEC. Voilà, je vous remercie de votre attention.